La différence par rapport à Ahmed, c'était qu'on était à la suite d'un mouvement social, ou dans un mouvement social. D'ailleurs, je me suis arrêté d'écrire quand il a pris fin, ce qui m'a semblé. Pour toi, ça, c'est fini. Il m'a semblé qu'on était battus en France, qu'on avait été battus au Portugal, battus en Espagne, battus en Italie, et que le mouvement polonais était en train de se faire battre en 80. En France, on venait d'élire un immonde président de gauche, qui avait déjà essayé de prendre le pouvoir en 68 et qui avait raté, heureusement. Enfin, ce coup-ci, il était arrivé. C'était terminé, on est entré dans les sales années 80. Oui, et je pouvais plus on n'était écrire. pas battus, en réalité, parce que nous, on ne voulait pas prendre le pouvoir. C'était pas ça notre problème. Pas du tout. Notre problème, c'était ouvrir des espaces. C'était contre le pouvoir. C'était un mouvement de contre-pouvoir. C'est tout ça. Donc, on n'est pas battu, en réalité. Parce que, puisqu'on ne voulait pas gagner, donc on n'est pas battu. Parce que c'est un sujet politique tout à fait différent. Et un sujet politique qui n'avait pas besoin des slogans ou des pères spirituels du vétérocommunisme ou du marxisme-léninisme pour remplir, pour envahir les villes de drapeaux rouges. Ils n'avaient pas besoin de ça pour peindre, pour faire des peintures de guerre dans toute la ville. Ils n'avaient pas besoin de ça. Malheureusement, après, il y a eu une réduction à tout ça, une réduction par quelques partis armés, ou pseudo-armés, etc. Et bon, l'État il en a profité, quoi. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 30. Cette semaine, émission terrorisme de la subversion, radicalité et mort des idéologies dans les industries culturelles. On a cherché ces visages au détour d'une rue, espéré des mirages au milieu des ruines. Saccageant nos mémoires, ignorant nos déboires, ils détruisent nos souvenirs pour s'y construire un avenir. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est le mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, émission art mais rouge, avec un double programme de gauchistes. De gauchias. Puisque nous allons parler de la nouvelle mini-série de Marco Bellocchio, disponible actuellement sur Arte Esterno Noté, donc sur l'enlèvement de Aldo Moro en 1978. Et ensuite, nous parlerons d'un fabuleux livre qui vient de ressortir aux éditions de la Table Ronde, Derrière les lignes ennemies, entretien 1973-1993, donc compilation de 28 ans entretien avec le plus grand auteur français du XXe siècle, donc Jean-Patrick Manchette. Voilà. Vous le savez déjà si vous écoutez régulièrement cette émission. Et pour parler de ce... Je crois que c'était Bruce Springsteen, moi, le grand poète écrivain français du XXe siècle. Et donc, pour parler de ce jeu, programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Floret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Mais Thomas, condamnez-vous les violences? Les violences policières, bien évidemment, nous les condamnons. Avec nous également, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir, quant à moi, je représente la partie démocrate chrétienne de l'émission. Exactement. Et avec nous, de retour dans cette émission, et c'est un grand plaisir, il y a Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir à tous. À la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Thibaut est très heureux de ton retour. Non, ça a été à peu près la semaine dernière. La semaine dernière, c'était super. Ça allait. Très bien, bravo Thibaut. Mais t'inquiète pas, on te garde quand même Valentin. On ne va pas te remplacer par une machine. Voilà, ce sont les forces en présence. Tout de suite, on va passer aux nouvelles neufs de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en plein milieu. Quand Thibaut est en train de faire couiner ça. Oui, ben je bois de l'eau. Exactement, très bien. Donc, ça couine de la gourde. Ça couine de la gourde. Alors, rapidement, agenda, pas de ciné-tambour demain et pas trop de nouvelles locales non plus. Mais donc, je rappelle, le 16 avril prochain, dans le cas des films du dimanche soir qui vous sont proposés par nous-mêmes et nos camarades du cinéma est mort, vous aurez la joie de voir ou revoir Paris, Texas de Wim Wenders. Donc, à 20h15, venez nombreuses et nombreuses. C'est quand même bien beau. C'est bien triste.
Sinon, agenda national, quelques petites choses qui sortent pas forcément foufou. Après, c'est un peu dans l'air du temps, là. Donc, un film de gauchiste et de révolte en 1968, c'est L'Établi avec Swan Arlo, lequel un mec s'était infiltré dans les milieux gauchistes d'un établi en grève pour essayer de faire remonter la révolte, alors que lui-même est un fils de bourge. Sinon, il y a Normal avec Benoît Poelvoorde qui sort demain, qui a l'air bien joli aussi. En plus, Poelvoorde a l'air très très bien, mais ça c'est comme d'habitude. Il y a À mon seul désir avec Zita Enro qui fait du pole dance. Je dis oui. Voilà. Sinon, pour Thibaut, parce que c'est... Non, plutôt pour toi, le doc, parce que toi, t'es un jeune qui aime bien faire des jeux vidéo, tout ça. Le film Super Mario Bros. J'ai su rester jeune. Exactement. Espérons que ce ne sera pas une catastrophe atomique comme la version avec Bob Hoskins. Et John Leguizamo. Et John Leguizamo, voilà, qui n'était pas terrible. De sinistre mémoire. Mais qui est très drôle, qui reste très drôle à regarder. À revoir. Quand on veut voir les trucs qu'il ne faut pas faire quand on veut faire une adaptation de jeu vidéo. Et pourtant, les gens ont continué à faire les choses qu'il ne fallait pas faire dans des adaptations de jeux vidéo. Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de sens. Voilà. Et sinon, de choses qui étaient peut-être pas à faire, mais on ne sait pas, on verra, moi, par pur complétisme, pour voir toute la filmographie qui est tirée de ces merveilleux bouquins. Donc, c'est Les Trois Mousquetaires de Martin Boulon. Voilà, je préfère qui la sort version de Paul W.S. Anderson. Non, c'est quand même nul. Moi, je préfère la version de Bernard Borderie en 1964. Je préfère le dessin animé de Miyazaki, moi. Ah, et toi, Justine, c'est laquelle t'as préférée? Aucun, j'en ai vu aucun. Voilà. N'importe quoi. C'est mon enfance, moi, le dessin animé Les Trois Mousquetaires, sur Récréa 2, dans les années 80. Je me rappelle à l'époque. Je me souviens, à l'époque, la télé, c'était quelque chose. Ah oui, maintenant, on pourrait plus faire ça. Hein. Maintenant, avec toutes ces capotes et ces changements de sexe. Je vais juste couper ça. Donc voilà, c'est le programme. On ne parlera très probablement pas de tout ça la semaine prochaine, parce que quitte à parler de film de sabre, on parlera d'un film de sabre quand même autrement plus impressionnant. Donc John Wick 4. John Wick 4, voilà, exactement. Voilà. Non, t'inquiète pas, on parlera pas de ça. Je sais pas, je suis en passion Keanu Reeves en ce moment, donc... Si tu es en passion Keanu Reeves, John Wick 4, c'est pour toi. Hein. Voilà. Moi, j'ai vu le 2 et le 3 il y a 2 semaines. C'est nul à chier. C'est nul à chier. C'est minable. Chiant comme la mort, à chier comme la merde. Quoi. Horrible. Merci pour cette critique. C'est horrible. Voilà, en tout cas, on ne parlera pas de Jean Wick 4, vraisemblablement. Voilà, on va passer à la section critique de cette J'ai vu qu'il y avait aussi des films avec Franck Dubosc. Oui, mais ça, c'est dans 2 semaines. J'ai vu 10 jours encore sans maman. Si tu veux, il y a le prochain Franck Castambide aussi qui sort sur Prime Video à la fin du mois. Mais comment est-ce qu'ils Medellin. Moi, il y a une grande question que je me pose, c'est comment ils arrivent à toujours produire, parce que j'ai l'impression que c'est la même comédie qui est produite depuis 15 ans. Non, c'est des variations. Je sais bien que c'est des variations. Tu es plus connaisseur que moi. Mais de loin, comme ça, c'est vrai que je me dis, mais comment il y a encore de l'argent à donner pour des trucs comme ça, quoi. C'est fabuleux. C'est de l'argent magique. L'avance sur recette, c'est merveilleux. De l'argent magique, comme quoi en France, il y en a. Le pognon, si vous en voulez, il y a qu'à se baisser. Regardez. Ouais, mais il faut être Franck Dubosc. Exactement. Ah. Et ne pas être Fragile des lombaires, peut-être. Peut-être aussi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, plein de choses en tout cas qui vont nous enchanter, mais on va passer à quand même quelque chose autrement peut-être plus sérieux. Un petit peu, ouais. Donc voilà, du côté gauchiste de l'Italie en écoutant Jeannette. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Jeannette avec Porque te vas, qu'on peut entendre notamment dans le dernier épisode de la mini-série. Dans le premier. Oui, dans le premier épisode. La fin du premier épisode de Esterno Note, mini-série de Marco Bellocchio disponible actuellement sur Arte et qui était au Festival de Cannes l'année dernière et qui est aussi au Festival de Venise, je crois. Alors, au moins à Cannes en tout cas. Et donc Marco Bellocchio, on avait parlé de son avant-dernier film en date, Le Traître ici, parce que Marco Bellocchio a plus de 83 ans, continue son petit bonhomme de chemin, il sort encore un film cette année. Il est fringant. Hein. Il est fringant comme tous les normalement. Ouais. Voilà, parce que tant qu'à faire. Moi j'ai regardé son interview là sur Arte pour la série, il est pimpant. Il est en forme. Hein. Papy Marco, il tient autant Darmanin est abject, autant Bellocchio est fringant. Comparons les choses qui sont comparables, enfin, docteur. Ah bah c'est pas la même classe. Hein, non. Donc Marco Bellocchio, qui avec Esterno Note revient sur un événement pour le moins traumatique de l'histoire contemporaine de l'Italie, que ce soit au niveau politique de manière générale et surtout pour les mouvements d'obédience révolutionnaire ou marxiste. Donc l'enlèvement en mars 1978 et la mort 2 mois plus tard, et son exécution donc par les Brigades Rouges de Aldo Moro, qui était à l'époque le président du parti de la démocratie chrétienne, qui était le parti hégémonique en Italie, qui depuis presque 20 ans régnait sur vraiment tout le peuple italien. Et donc, c'est plus. Plus que ça, depuis l'après-guerre. C'est l'après-guerre.
donc était vraiment le parti le parti de gouvernement, le parti de gouvernement dans lequel plein de petits salopios ont essaimé, notamment la grande figure qui viendra après Aldo Moro, donc Andreotti, qu'on voit un petit peu dans la série. Et donc que je disais, événement traumatique, parce que donc Aldo Moro était quand même une figure éminemment marquante de la politique italienne, et son meurtre en 1978 marque le début de la fin, même si ça dure un peu, mais le début de la fin de ce qu'on appelait les années de plomb, qu'on peut dater approximativement de 1979, en décembre 1979, avec l'attentat de la Piazza Fontana. Donc, 69. Oui. Qui dit 79. Oui, pardon, en 69. Qui avait été attribué au mouvement d'extrême gauche Rital, alors qu'en fait, bien évidemment, c'était leur camarade d'extrême droite, justement, qui avait mené, mais qui, pour des raisons politiques et des raisons... Financé par la CIA, plus ou moins. A priori, d'après les différentes versions, comme pour la mort de Aldo Moro, il y a eu beaucoup de théories qui ont été échafaudées justement sur ça. Et donc, Aldo Moro, il est enlevé et il meurt au moment où lui, il veut faire ce qu'on a appelé le compromis historique, donc faire une alliance avec le Parti communiste donc pour pouvoir régner sur l'Italie, ce qui évidemment ne plaisait pas à beaucoup de monde, d'ailleurs à peu près tout le monde chez ses petits copains de la démocratie chrétienne, évidemment chez nos amis américains qui ont toujours vu d'un très mauvais œil l'arrivée des communistes sur le territoire européen, parce que ça voulait dire l'œil de Moscou au cœur même des démocraties occidentales. Mais évidemment ça ne plaisait pas aussi aux franges les plus radicales, en tout cas les plus marxistes révolutionnaires à l'œuvre dans l'Italie et même dans les mouvements européens voire mondiaux de l'époque, parce que outre les révolutions en 1968 en France, en Italie, en Allemagne ou bien au Japon, il y a eu vraiment comme une tentative, on va dire, d'international révolutionnaire finalement, qui évidemment n'a jamais pris, qui ont été très vite noyautés, car le capital ne sait rien de mieux que récupérer les mouvements et les noyauter afin de les détruire. Et donc c'est exactement ce qui arrivait avec les Brigades Rouges, où on a beaucoup dit qu'elles ont été manipulées de l'intérieur, qu'il y a eu des forces qui les ont noyautées pour les faire exploser, que l'attentat contre Aldo Moro est en fait orchestré par les membres de la démocratie chrétienne, voire par la CIA. Tout ça s'est mêlé, ça a donné des querelles sans fin entre des théoriciens marxistes principalement, mais aussi anarchistes ou bien situationnistes, ce qui donnera par exemple la grande scission au début des années 80 entre la branche italienne et la branche française du situationnisme, donc entre Guy Debord et Gianfranco Sanguinetti, qui avait écrit de très grands essais sur la politique italienne, notamment juste après celui-là du terrorisme et de l'État, qui revenait un peu sur toutes les théories de l'enlèvement de Aldo Moro. Et donc, comme je disais, mort qui a été traumatique pour la politique italienne, mais aussi pour donc les activistes et des cinéastes comme Marco Bellocchio, qui depuis son premier film en 1966 avec Les poings dans les poches s'est toujours positionné résolument à gauche de l'échiquier politique, et encore maintenant, parce que lui-même et puis son frère Pier Giorgio Bellocchio étaient des vrais marxistes, des intellectuels ultra engagés dans la vie politique de leur pays. Comme pas mal de cinéastes à l'époque, comme beaucoup de cinéastes, comme Petri, Solima, comme Fernando Di Leo. Exactement, parce que donc le début des années de plomb en 1970 va donner tout un sous-genre merveilleux du cinéma italien, donc qui sont les polars qu'on appelle les poliziotesco, où on aura une palanquée de films violents qui prennent à la gorge l'ère contemporaine donc de l'Italie et la violence qui traîne dans les rues, à la fois la violence politique et la violence de la société qui en découle. Et donc, arrivé à la fin des années 70, alors qu'il semble y avoir une genre de pacification finalement de tous ces rapports de force, avec la volonté d'ouverture du Parti démocrate chrétien vers le Parti communiste, ça va être stoppé net donc par l'enlèvement de Aldo Moro, que relate Esterno Notte, et qui est une thématique qu'avait déjà traité Marco Bellocchio de manière frontale en 2003 avec son film Buongiorno Notte, qui se concentrait là plus précisément sur le point de vue du groupe terroriste qui avait enlevé
Aldo Moro. Donc les Brigades Rouges. Voilà, donc les Brigades Rouges, et qui donc là a, dans ces 6 épisodes d'à peu près 1 heure chacun, multiplie les points de vue sur le même événement, donc le point de vue de Aldo Moro, le point de vue de sa femme, le point de vue d'un couple de terroristes, le point de vue du ministre de l'Intérieur, le point de vue du pape, et enfin un dernier épisode qui veut plus ou moins rassembler les points de vue. Et donc de ce panachage de points de vue différents, on pourrait craindre, comme c'est souvent le cas quand on aborde les choses de cette manière, d'avoir une multiplicité de points de vue. Finalement, ça voudrait dire qu'il n'y ait plus de points de vue, car finalement tout serait mis au même niveau. Alors qu'on voit quand même clairement que c'est quelque chose qui passionne et qui hante Bellocchio depuis plusieurs décennies, et qu'il essaye de retravailler. Et là, plus qu'un remake ou une suite, c'est vraiment une reprise thématique donc, de son film de 2003, où il essaye sans cesse de retravailler les mêmes motifs dans des formes différentes, mais avec quand même toujours la volonté de comprendre où ça a merdé, à quel moment et qui serait responsable de ce foirage-là, et tout en étant fasciné par la figure de Aldo Moro et en essayant constamment de lui laisser une porte de sortie fictionnelle, en essayant de voir qu'est-ce qui aurait pu se passer ou à quel moment on aurait pu le laisser sortir finalement, et essayer de rendre sa dignité à un homme politique qui était clairement pas le mec le plus coolos du monde non plus, mais essayer de rendre à cette figure-là une porte de sortie potentielle, et ce qui du coup donnerait une porte de sortie morale aux autres personnages. Donc voilà, ça c'est à peu près basiquement ce que va venir raconter le film, en même temps en essayant de mettre en perspective l'échec de la révolution qui passe par le prisme du terrorisme. Comme on le dit souvent, le terrorisme, ça marque l'échec de la révolution, ou comme le disait Jean-Patrick Manchette dans son roman en 1974, Nada, le terrorisme étatique et le terrorisme d'extrême gauche ne sont que les deux mâchoires du même piège à con, ce que met quand même plus ou moins en lumière Marco Bellocchio avec sa mini-série. Justine, ça fait longtemps qu'on ne vous a point entendu. Merci de me donner la parole. Non, je voulais rebondir sur l'aspect que tu as un peu évoqué sur la densité et la multiplicité des points de vue. Moi, je trouve que c'est vraiment là l'intérêt que Bellocchio a à faire une série, ou en tout cas peut-être que lui l'avait vu comme un film très très long. Visiblement il a été diffusé comme ça, je crois, sur les festivals, et même à la RAI en Italie. Je crois qu'il a été diffusé en 2 fois. Un film de 5h30. Voilà, sachant que c'est un événement quand même extrêmement documenté, qui a été décrit à maintes reprises. Bellocchio, comme tu l'as dit, a fait en 2003 Buongiorno Notte, donc là du point de vue vraiment de l'appartement des Brigades Rouges, où se tient le commando qui va faire l'attentat contre Moro. Il avait fait quelques années avant, je crois que c'était en 95, un documentaire aussi, Sioni Inferni, quelque chose comme ça, il s'entretenait directement avec des membres des brigades qui étaient encore en liberté, encore en vie. Donc on peut se demander quel est un petit peu l'intérêt qu'il a à en faire quelque chose de nouveau, à proposer quelque chose de nouveau. Je pense que dans cette question, il y a la réponse, c'est vraiment la densité que permet la série pour lui, de montrer vraiment, déployer toute la complexité du monde à ce moment-là, les années de plomb en Italie notamment, et de mettre un petit peu en lumière l'impasse dans laquelle se trouvent les pouvoirs en place. Donc moi je pense qu'il y en a vraiment 3, les pouvoirs étatiques, gouvernementaux. Donc on le voit dans la série, ils sont vraiment poings et pieds liés, ils sont dans un étau comme ça, ils savent vraiment pas quoi faire, ils réagissent très mal dans une situation de crise. En même temps que certains sont très conscients presque de l'aubaine qu'il y a de l'enlèvement de Moro. Andreotti notamment, lui le cerne très bien. Qui deviendra le quasi-patron de la mafia en Italie pour les 20 prochaines années. Ouais, et le futur président du Conseil aussi. Il est, donc à côté de ça, on a évidemment la papauté, il y a le Vatican qui a toujours aussi la main mise, voilà, on les voit déballer des tonnes de billets comme ça pour essayer de tenter de sauver, encore une fois, situation d'échec total. Et on a évidemment les classes policières et militaires. Et tout ce tripartisme-là est embourbé constamment. Moi, je trouve que c'est vraiment la force dans la première partie de la série, notamment les 3 premiers épisodes, où on voit vraiment l'impasse dans laquelle il se trouve, et le côté extrêmement tentaculaire de toutes ces relations interconnectées qui sont d'une lourdeur infinie. On se dit mais comment ils vont pouvoir gérer une crise pareille, c'est-à-dire l'enlèvement de leur président
par des forces militantes d'extrême gauche, alors qu'ils sont tous les uns des autres en train d'essayer de magouiller. Ils sont sans cesse comme ça en train de vouloir parlementer de choses et d'autres les uns avec les autres, toujours refaire sortir ses propres intérêts au détriment justement de la libération de Moreau. Ce qui donne dans le même temps une aubaine aux Brigades Rouges de se dire ok, donc là on peut avoir une espèce de reprendre le pouvoir, ce qu'ils voulaient à la base. Finalement, une espèce d'assise intellectuelle. Exactement, ouais, tout à fait. Et finalement, ce que la fin de la série nous montre, alors je trouve que c'est encore plus prégnant dans Buongiorno Notte et dans les documentaires de Moscou Bucco. Alors, ils étaient les Brigades Rouges. Qui date de 2011. Tout à fait. Et du coup, Moscou Bucco s'entretient avec les Brigades Rouges, justement, dont Moretti. Avec les membres du commando Moro. Tout à fait. Et où là, on perçoit beaucoup plus l'échec pour eux qu'a été l'assassinat de Moreau, qui n'était pas la fin en soi. La fin, c'était vraiment le moyen de pression pour faire changer des choses. Moyen de négociation. Exactement. Sauf que... c'est très paradoxal et je trouve qu'il y a une scène qui illustre très bien ça dans l'épisode 4, donc qui concerne vraiment un petit peu la mise en place de l'attentat et de l'assassinat propre de Moreau, où du coup Moretti, qui est vraiment, je pense, le leader du commando, qui s'entretient donc avec le couple, j'ai oublié leur nom, Adriana et Valerio, je crois, et donc il leur annonce, écoutez, là on va passer à la prochaine étape, qui va être, on va envoyer une lettre de Moreau, on va faire comprendre que c'est fini et on va le tuer. Et là, il y a la dissidence au sein même du commandant militant et extrêmement violent. C'est une super scène d'ailleurs qui se déroule dans un espace public où il y a des actes de délinquance qui se déroulent autour et ils sont c'est-à-dire qu'ils sont complètement aveugles. Ils voient plus rien. À ce qu'ils défendent, parce qu'en fait ils sont complètement pris Mais eux-mêmes. Parce que c'est le truc classique des fractures au sein des cellules révolutionnaires. Exactement. Quand il y a une incompréhension à la fois sur la méthode et sur la finalité, ce qui est arrivé au Japon ou bien aussi en Allemagne. Avec, justement, je trouve que la quatrième force embourbée, c'est eux en fait. Ouais, moi, dans le film, dans la série, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire qu'ils finissent par être pris à leur propre, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte en fait que les mecs d'en face. C'est des mecs qui n'auront aucun scrupule à laisser tomber Moreau. Et eux, il y a une partie d'entre eux, et même le chef, ils ont encore quelques scrupules qui traînent et qui les embarrassent en fait finalement. Et en fait, eux, comme ils veulent avoir l'air aussi forts que les mecs de la démocratie chrétienne, ça veut dire qu'ils abandonnent tous ces scrupules-là. Et abandonner ces scrupules-là, quelque part, c'est entre guillemets se trahir soi-même. Bien sûr. Mais c'est ce que fait Adriana au moment où qui est un super personnage. Qui est vraiment... l'actrice est... époustouflante et... C'est très bien, mais là le point où j'en viens, c'est ce dialogue, donc où Valerio dit lui-même « je ne crois pas en la révolution, moi ce qui m'intéresse c'est d'obéir aux ordres qu'on me donne, et là je vais obéir et je vais tuer Moreau ». Et juste après, dans la scène d'après, il dit « moi ce qui m'intéresse dans la révolution, c'est pas la révolution en elle-même, je suis pas un vrai révolutionnaire, c'est pas les masses, le prolétariat, c'est vraiment de désobéir ». Et là, tu comprends en fait la dichotomie qu'il tient et qu'ils les tiennent tous, et l'impasse aussi dans laquelle ils sont, comme tu le dis le doc, où ils se retrouvent eux-mêmes embourbés comme ça dans un marasme, et en voulant faire preuve d'autorité, en fait se retrouvent complètement en dessous de l'autorité tripartite que j'ai décrit avant. Mais moi, c'est là où je vois peut-être la faiblesse de la série, c'est la façon dont sont dépeints d'un côté la Triforce, que je trouve brillamment et d'une justesse, mais vraiment où on avec comprend... un opératisme très fort. Exactement, mais tout est bon. Enfin, vraiment, là, tous les choix sont justes. Des scènes de réunion du conseil. Mais c'est incroyable. Avec le désir. La force qu'il a aussi de mettre comme ça le doute chez nous, parce qu'on voit les gens malades. On voit Andreotti, on se doute qu'il est qu'il est boulimique. On voit Kosaga qui est complètement pareil, qui est paranoïa, qui s'enferme dans une chambre noire. C'est exceptionnel. Le pape qui est mourant. Qui regarde à la télé. Ça c'est encore pareil, un trait de Bellocchio assez fort que j'aime beaucoup, c'est les passages un peu plus oniriques ou en tout cas hallucinés, et là il présente le pape dans son lit à l'aune de la mort en train de voir la procession de croix. C'est Moreau qui est dans la croix, c'est Moreau qui tient la croix quoi. Il se dit bon, et ça je trouve ça formidable, mais d'un autre côté la représentation qu'il fait des brigades me laisse un peu plus dubitative. Ça a souvent été le problème de toute façon dans les films sur le terrorisme, et là c'est la représentation en général des groupuscules ou bien des groupes de lutte armée qui est souvent un peu trop fantasque, ou alors qui plonge beaucoup trop dans l'ironie. Il y avait ça avec Chabrol dans son Nada, mais ce que ne faisait par exemple pas
Rainer Werner Fassbinder quand il fait la 3e génération, parce que c'était aussi des gens qui connaissaient, mais il y avait beaucoup moins ce côté ironique ou bien un peu fantasque qu'il y a souvent. Buongiorno Notte, moi ça m'a fait énormément penser à la 3e génération. Oui. Enfin, en termes de dispositifs, de mise en scène avec les médias, où tout ce que on voit de l'extérieur, on le voit à travers quasiment qu'à travers des écrans de télévision. Enfin voilà, il y a. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord quand même avec parce que moi j'ai pas trouvé du tout que les Brigades Rouges étaient représentées de manière caricaturale, et moi je trouve qu'au contraire les comment dire cette espèce de conflit interne en fait, qui est intérieur, qui est pas un conflit politique, qui est un conflit interne, parce qu'en fait pour moi la série c'est pas tellement une série sur la politique, enfin c'est une série sur la politique, mais c'est une série sur la culpabilité collective. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a autant de trucs chrétiens alors que et qu'il y revient autant dans son propre cinéma. Alors que Bellocchio est pas particulièrement apparemment pas particulièrement catholique, mais ça m'étonne pas du tout, et notamment cette scène du chemin de croix, elle est là parce que enfin pour moi cette scène là elle a un sens très précis, c'est-à-dire que le pape comprend, et c'est pour ça qu'il quelque part il peut rien faire ensuite, c'est que le pape comprend que Moreau est en fait là pour acheter les péchés de tout le monde. Sauf que les péchés de tout le monde, c'est pas que les péchés de la démocratie chrétienne, c'est les péchés de la Révolution. Et c'est ça le truc. C'est par exemple cette scène justement de discussion où ils sont en train de discuter politique, et puis il y a un mec qui vient, il y a un SDF qui arrive et qui lui dit t'as pas de la monnaie, tu veux pas me filer de la monnaie? Et il dit non, tu vois. Et là, moi, je trouve que ça, c'est une scène qui est très métaphorique, effectivement, qui n'est probablement pas une scène qui a eu lieu dans la réalité, mais qui est une scène qui, je trouve, moi, met complètement en image, à mon avis, l'une des raisons de l'échec des mouvements de gauche, c'est que c'est des mouvements de gauche qui ont passé leur temps à parler des ouvriers, qui ont passé leur temps à parler du peuple, à parler du prolétariat, mais qui l'ont vite oublié. Et qui, au bout d'un moment, et par exemple, il y a une autre scène qui, pour moi, est à mettre en relation avec ça, c'est la scène où ils vont tirer à la mitraillette sur la plage. Et tu vois la joie qu'ils ont. Tu vois le plaisir de la domination. En tout cas, de ce qu'ils pensent être les moyens d'une domination politique. Sauf qu'une domination politique, ça reste quand même une domination. Et c'est ça, pour moi, la grande contradiction, que ce soit les Brigades Rouges, Action Directe, tout ce que tu veux, c'est qu'au bout d'un moment, quand effectivement tu passes à l'action terroriste, ça veut dire que tu pars du principe que, effectivement, tu vas opposer à la domination, on va dire, systémique, tu vas opposer ta domination révolutionnaire. Mais au final, une domination reste une domination. Qu'elle soit de gauche ou de droite, ça reste une domination. Et au bout d'un moment, quand tu as des dominateurs, tu as forcément des dominés. Et donc ça veut dire que tu reproduis exactement le même système de relations, qui est le système que tu dénonces toi-même en politique avec le capitalisme. Ce qui est d'ailleurs une des grandes contradictions des systèmes communistes. Hein. Les systèmes communistes dans les pays de l'Est, après l'après-guerre, la première chose qu'ils ont fait, c'est c'est prendre les maisons des bourgeois pour les attribuer aux apparatchiks. Et reconstituer une nouvelle bourgeoisie. Et je veux dire, moi je suis pas spécialement, je suis pas particulièrement communiste. Le Politburo n'est pas d'accord. Moi je suis pas communiste, hein, mais moi je suis pas extrêmement communiste de ce point de vue-là. C'est-à-dire que pour moi, malheureusement, la vraie révolution, elle a jamais eu lieu. Il n'y en a jamais eu. Ni 1917, ni mai 68, ni ce que tu veux. Pour moi, c'est cette révolution qui, à mon avis, est un idéal politique, mais qui, moi, je pense, est très compliqué à faire. Et surtout qui est très compliqué à mettre en place, parce que tout simplement, il y a un aspect, et qui, moi, je trouve un aspect dans la série qui ressort vachement bien, c'est justement que la face sombre du militantisme, ou la face sombre de l'intransigeance politique, qu'elle soit du côté de la démocratie chrétienne ou du côté des Brigades Rouges, et pour des raisons différentes, mais la face sombre, c'est la culpabilité que tu en retires par rapport aux bénéfices. J'ai pas l'impression que. Moi, j'ai vraiment, pour moi, c'est un film qui sointe la culpabilité chez tous les personnages, à un moment ou à un autre. Tu vois, chez le leader du commando, Mario Moretti, j'ai pas l'impression qu'on sent cette culpabilité. En tout cas, je trouve qu'elle est pas prégnante. J'ai l'impression qu'on voit plus chez lui une bête agissante qu'une bête pensante. Ouais, mais chez Adriana, par contre, je trouve que c'est beaucoup plus. Chez Adriana, c'est beaucoup plus nuancé, c'est plus complexe, tu vois. Et puis le truc, c'est que ça remet pas en cause son engagement, parce que justement, tu parlais de cette conversation où il dit, il y a son mec qui lui dit, je suis pas un révolutionnaire, moi je suis un rebelle. Et moi, ce qui est important, c'est ce qu'elle dit après, elle. Oui, c'est elle dit, mais attends, de quoi tu es en train de me parler? Moi, j'ai avorté pour la Révolution. Et là, c'est là que tu vois la différence dans la question de l'engagement en fait entre les deux personnages, et comment les deux personnages ça va être très compliqué pour eux ensuite d'un point de vue relationnel, parce qu'effectivement ils sont pas du tout au même niveau d'engagement. Il y a quelqu'un. Voilà. Ouais, après pour revenir sur le personnage de Adriana, en fait Bellocchio avait déjà traité cette question d'un Buongiorno Notte, et en fait parce que comme tu le disais Justine, en fait Buongiorno Notte se concentre sur l'appartement des Brigades Rouges, et ça va être un petit peu, comme tu le dis le doc, la complexité morale de ce qui va ressortir de ce type d'action. Mais moi, il y a une grande question qui me vient à l'esprit, c'est que la série,
au regard de Buongiorno Notte, en fait, c'est une variation. En fait, Bellocchio utilise, voire même, convoque une même thématique, le doute, la culpabilité qui se passe au niveau des Brigades Rouges qui traitent dans Buongiorno Notte. Il traite les mêmes artifices de mise en scène avec les passages un petit peu oniriques, fantasmagoriques. On peut mettre voir des plans, par exemple le plan d'Aldo Moro assis dans un fauteuil, qui n'est pas du tout le même contexte entre le film et la série, mais qui revient. Mais on le revoit, et voire même, comme tu le disais Thomas, cette tentative d'échapper via la fiction pour aller vers un espèce d'ailleurs. Mais cette espèce d'ailleurs, on le sait très bien, n'existera pas. Et je me pose la question du coup, que Tarantino, hein. Pourquoi en fait Marco Bellocchio fait cette série-là en fait? Pourquoi maintenant, en 2023, cette série sort, présentée en 2022, mais pourquoi cette série sort? Parce qu'on revient sur les mêmes soubresauts que Post 68. Parce que Bellocchio est conscient du contexte italien actuel. On sait qui gouverne en Italie actuellement. C'est pas la folie. Hein. C'est pas la folie. L'Italie, bon voilà, hein, c'est pas terrible. Et au-delà de émettre un parallèle avec Buongiorno Notte, j'ai envie de mettre un parallèle avec Vincere. Toujours film de 2010 sur la femme de Mussolini, sur la maîtresse de Mussolini. Donc, film absolument incroyable, immense. Et tu te dis pareil, pourquoi Bellocchio va parler de Vincere? Parce qu'il va convoquer une figure historique, Mussolini, Aldo Moro, et il va parler de l'Italie actuelle. Et en fait, moi je suis d'accord avec ce que dit le doc sur... En fait, ce que vous disiez tous les deux, sur cette notion d'enfermement. Il y a certes une porte de sortie fictionnelle, mais on sait très bien. La première séquence de la série est cette porte de sortie. Et moi, j'étais extrêmement surpris. Qu'est-ce qu'il nous fait là? J'en suis même presque venu à douter. Moi j'en suis venu à douter. Je suis allé vérifier. On voit Aldo Moro vivant sur l'hôpital après avoir été libéré par les Brigades Rouges. Ça revient dans le dernier épisode. Ça revient dans le dernier. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que en effet, toutes les composantes qui vont œuvrer ou qui gravitent autour d'Aldo Moro, hors les flics, parce qu'en fait l'enquête policière en fait n'apparaît nullement. Donc ça, je trouve que c'est plutôt bien joué, parce que s'il y a enquête policière, ça veut dire qu'il y aurait des gens qui se questionnent et qui voudraient peut-être aller au-delà de cet enlèvement. Ils voudraient juste faire leur boulot, c'est-à-dire on va retrouver Aldo Moro, on va essayer de le libérer. Mais ça, c'est pas la question de Bellocchio, parce que tout le monde est enfermé, mais littéralement. La précision de la mise en scène, on a parlé d'évidence quand on a parlé de Fabelmans, de Spielberg. Et cette série-là, tous les choix de Marco Bellocchio sont absolument évidents. Tu as l'appartement des Brigades Rouges, tu as les rideaux dans l'appartement familial de Moro, avec l'épisode de 5, me semble-t-il, concentré sur le point de vue de sa femme, qui est hallucinant. L'actrice qui joue la femme d'Aldo Moro est époustouflante. Il y a ce côté de la papauté où on se balade dans un parc où il y a des couvents, mais le parc, bien entendu, il est à l'intérieur du Vatican. Et puis il y a ce plan hallucinant où on est de le relever, et puis il met cette espèce de ceinture la silice, le silice où tout le monde est enfermé, et après il y a l'épisode c'est l'épisode 2 où on voit les politiques en train de basculer peu à peu dans la folie, et où la seule aération qu'on puisse avoir, c'est via des écoutes téléphoniques. Donc on reste dans une salle, on écoute, parce et on écoute tout et absolument n'importe quoi. Ce qui intéresse plus Bellocchio, c'est finalement ce dont parlait Debord dans les commentaires sur la société du spectacle, c'est la lutte impossible contre la gestion occulte du monde. Donc c'est-à-dire où il y a des niveaux tellement opaques, on va dire, de discussion et de contrôle, où finalement le côté le plus terre-à-terre est impossible à appréhender, parce que ça se passe à un niveau beaucoup trop grand. En l'occurrence, c'est le Conseil des ministres, c'est la papauté, donc des choses vraiment opaques et occultes. Mais pourquoi, pour répondre à la question, et pourquoi je fais un parallèle avec Vincere, pourquoi Bellocchio fait cette série en 2022-2023, c'est qu'en fait, il fait un commentaire sur l'Italie. Autant dans Vincere en 2010, il disait « Attention là, il y a un truc qui se prépare, moi je le sens venir, 10 ans après, bingo ». Et en fait, là, maintenant, il nous dit quoi ? Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit l'Italie, alors... la politique italienne a eu des soubresauts, et la politique italienne récente, mais vraiment je te parle des 10 dernières années, en fait ça a été un bordel innommable à ce niveau-là, avec ça reprend le même chemin en plus, avec des coalitions pas possibles, des ministres qui démissionnent au bout de 3 jours, enfin j'exagère un petit peu, mais... Au moins chez eux ils démissionnent. Oui, c'est vrai. Mais en fait, à ce niveau-là, là, il nous fait un commentaire sur l'Italie. Il fait maintenant, on a maintenant un type de gouvernement, et en fait on est littéralement bloqué maintenant. Et en fait, cette série, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Elle nous raconte un pays qui est bloqué, parce que en fait, toutes les composantes de ce film-là sont enfermées
même pas dans leur certitude peut-être, dans leur doute peut-être, mais en tous les cas, il n'y a personne qui veut avancer et aller de l'avant en fait. Et, parce que tu es enfermé dans leur bon droit qu'ils pensent légitime. Et Bellocchio du coup fait cette porte-sortie pour Aldo Moro, mais en fait au final, on sait très bien que ça va aller dans le mur. Donc la série est absolument passionnante à ce niveau-là. D'autant qu'il le dit en fait en préambule, gestion sonore hallucinante. Ou à la fin de tous les épisodes que c'est une réécriture fictionnelle justement de l'histoire pour essayer d'en montrer les aspects filmement documentaires les plus évidents pour faire ressortir ce niveau-là. Et un mot aussi sur l'acteur qui joue Aldo Moro, son timbre de voix. Ouais, il a une super voix. Oh là 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 là. Quand on le voit enfermé donc dans la chambre prison qu'ils ont fait dans l'appartement et qu'il est en train de dire ses dernières volontés cette scène. à l'évêque là, au prêtre, c'est vraiment glaçant et là il a changé de tournure, même son timbre est encore plus profond. Il parle, t'as l'impression qu'il va t'écraser les yeux. Vraiment, il est plein de haine. Puis le mec est trahi, parce que c'est ça pour moi aussi. Justement, c'est marrant d'avoir fait un film juste avant qui s'appelle Le Traître. Et celui-là, il pourrait s'appeler Le Trahi. Quoi. Sur la trahison de son parti, parce qu'il est abandonné et c'est par pour ça tous. que la culpabilité, c'est pas une culpabilité qui est liée au fait qu'il y ait des morts, en fait. C'est une culpabilité qui est liée au fait de trahir les gens qui sont nos amis, en fait. Et je pense que, et encore une fois, je pense pas du tout que ça soit mettre dos à dos la gauche et la droite. Je pense que c'est pas le propos de Bellocchio. Le propos de Bellocchio, c'est de montrer justement qu'est-ce qui réunit tous ces personnages en dehors, justement, autrement que leurs oppositions idéologiques. Ce qui les réunit, c'est pas la violence. Ce qui les réunit, justement, et moi j'ai vraiment ressenti ça très très fortement dans le film, quoi. Ce qui les réunit, c'est ça, c'est que comment dire, la fin justifie les moyens, mais quand la fin justifie les moyens, ce qui te reste, toi, en tant qu'individu à la fin, c'est des remords de la honte et de la culpabilité. Et effectivement, le fait qu'il magnifie d'une certaine façon Aldo Moro, c'est pas tellement parce qu'Aldo Moro est exceptionnel, c'est parce que lui, au moins, il est en paix avec lui-même, sur le plan moral. Il est en paix avec lui-même. En tout cas, c'est comme ça qu'il nous est montré dans la série. Ce qui n'est pas le cas des autres. Et c'est là que moi, je trouve justement parce que je suis pas sûr que dans la réalité, il était autant en paix. Non, je pense qu'évidemment, je pense que c'est un mec beaucoup plus ambigu, évidemment, que ce qu'il est montré. Et manipulateur. Mais cette trahison, qui est une trahison qui finalement satisfait tout le monde. Les brigades rouges, parce que ça crée l'illusion qu'ils vont être reconnus politiquement, ce qui évidemment n'arrivera pas, et au contraire ça va être le début de la fin pour eux, ça va être le prétexte justement, ça mettra 10 ans mais ça va être le prétexte pour retourner l'opinion contre eux en fait. Et d'un autre côté, voilà, la démocratie chrétienne, quoi, qui en plus est en plus doublement coupable, parce qu'en plus elle est chrétienne. Donc la question du pardon, du péché et du pardon sont des questions qui sont fondamentales dans leur psychologie, à la fois en tant que parti politique et à l'intérieur, chez les individus à l'intérieur de ce parti politique. Et donc ça, je trouve que les scènes d'église, les rencontres dans les confessionnaux où on s'échange des infos, c'est-à-dire que l'église devient à la fois un lieu de culte, mais ça devient un lieu d'échange politique, ça devient un lieu de négociation entre la gauche et la droite. Et moi j'ai trouvé ça absolument passionnant de ce que ça dit en fait. Alors je sais pas j'aurais pas dire c'est réaliste, pas réaliste. Je pense que Bellocchio se situe pas vraiment. Je pense que c'est naturaliste, voilà, au sens de Émile Zola, tu vois. C'est-à-dire que la réalité sert de base à construire un discours et pas moral, pas moralisateur, mais éthique sur ce que c'est que l'éthique collective, l'éthique personnelle, et comment dans une société tu peux pas fonctionner sans cette éthique-là. Et si tu perds cette éthique-là, là, tu perds tout ce qui fait le ciment justement d'une société, qui au bout d'un moment passe par des espèces de choses souterraines comme ça, qui sont pas forcément dites ou qui sont pas forcément reliées à quelque chose d'idéologique, mais qui sont reliés à des trucs qui sont à mon avis purement humains, quoi, qui est justement le fait, voilà, de faire trahir ses amis, c'est la pire chose au monde, quoi. Enfin, pour de la politique, pour du pognon, pour tout ce qu'on veut. Et le pape, par exemple, quand le pape il se met le silice autour du bide, c'est ça, c'est l'expression de sa culpabilité à lui, c'est-à-dire que quelque part il sait déjà dès l'enlèvement d'Aldo Moro, il sait déjà quelque part qu'il peut rien faire. Mais il y a quelque chose sur l'éthique, là je rebondis rapidement, mais il y a quelque chose encore plus cruel, moi je trouve, c'est dans le personnage de Cossiga, donc, qui est le ministre des Affaires internes de l'Intérieur. En fait, donc, on montre au tout début de la série Aldo Moro à l'hôpital, voilà, donc il fait son petit discours, les brigades rouges m'ont lâché. On le remontre à la fin, et en fait ça se passe dans la tête de Cossiga. Et là, c'est ça, c'est son échappatoire, c'est la façon de se repentir, où lui rêve que d'un claquement de doigts, en fait, Moro est relâché.
Et je trouve ça c'est tellement cruel. Parce que ça le libère de cette culpabilité. Mais ça le montre justement. encore plus incapable en bah fait. oui. Il est au bas de l'échelle morale et éthique. Il est vraiment au plus bas. Morale. Mais je trouve ça fascinant parce que. Mais c'est un super personnage, Cossiga. Parce que nous, on a envie que ça soit un connard, et en fait, Bellocchio, il nous le montre vraiment comme un mec qui se retrouve avec cette tempête sous un crâne. Oui, mais quoi, qui en ne fait, fait rien. Et comme disait Thibaut tout à l'heure, les forces policières, militaires, on les voit pas vraiment agir. En tout cas, on les voit pas enquêter. Par contre, on les voit autour d'une table. On voit le contrôle. Oui, mais en train de parlementer avec Cossiga et Andreotti. Et là, tu comprends, rien n'est possible en fait. Il y a une super scène aussi, c'est la scène où Andreotti passe d'un salon à l'autre et où il va voir les députés, les militaires et tout ça. Oui. Et où on voit tout le côté, la salamandre quoi, en action. Et son échappatoire à lui, et je finis parce que c'est peut-être la note encore la plus drôle, mais elle est tellement cynique, c'est Andreotti qui refuse de prendre de la crème glacée tant que Moreau n'est pas libéré. Ouais. Tu dis voilà, on en est là. Et qui le jour de l'exécution de Moreau est le seul à dormir. Le seul à montrer en train de dormir dans son lit. Et les images d'archives Esterno-noté de Marco Bellocchio, disponible actuellement sur Arte et sur la démocratie chrétienne. Quand même, je signale le film de Elio Petri de 1976, Todo Modo, absolument formidable et fabuleux. Un film et une série qui nous montre, comme disait Charles Pasqua, qu'on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais c'est toujours embêtant d'être neuf. Et qu'il faut terroriser les terroristes. Je croyais qu'on était une émission gauchiasse. On va continuer sur les thèmes de gauchiasse. On va parler roman noir et récupération. Au départ, je voulais juste mettre en forme des synopsis pour devenir un scénariste de cinéma très bien payé. Mais progressivement, il m'est venu à l'idée que oui, il fallait faire des polars, accompagner le mouvement social avec, peut-être un peu confortablement, mais bon, et que... Quoi ? Non, mais enfin bon, c'était pas la même chose qu'aller dans la rue, de se mettre à la machine. Et il y avait une façon de rompre avec la littérature d'art, de faire des trucs qui étaient encore dans un ghetto et qui malheureusement sont rapidement sortis. Je disais il y a 3 minutes, c'est une manœuvre de l'ennemi. Mais effectivement, on a été envahi. Maintenant, il y a des salopios comme Umberto Eco qui se mettent à écrire des romans policiers médiévaux, on ne sait pas pourquoi. Et il y a des centaines de romanciers d'art qui donnent des formes policières à leur machin. Contemporain
En attendant Godard sur Syllab, donc c'était Litovsk avec Cerise et Grenade, extrait de leur dernier EP sorti il y a quelques semaines et qui était précédé d'un extrait de Jean-Patrick Manchette qui parle de roman noir et de la récupération par des sales sagouins qui font des machins comme Umberto Eco qui à l'époque s'était mis à faire des polars médiévaux, ce qu'il trouve absolument abominable. Et donc de Jean-Patrick Manchette, il va en être question à l'occasion de la sortie la semaine dernière aux éditions de la Table Ronde de Derrière les lignes ennemies, entretien 1973-1993, qui, comme son titre l'indique habilement, réunit plusieurs entretiens donc, que l'écrivain français a donné dans divers supports, que ce soit dans la presse papier ou bien à la télévision. Il y a notamment son fameux passage chez Bernard Pivot, dont il était très mécontent par ailleurs, et qui donc sont des entretiens rassemblés par son fils Doug Goodline, qui n'aime rien de plus que traiter l'œuvre de son père, après la correspondance il y a 2 ans, après ses chroniques de jeu aussi au même moment, la réédition de ses chroniques pour le cinéma, donc Les Yeux de la momie, et qui donc là sont annotés par Nicolas Le Fleck, auteur d'une thèse donc sur Jean-Patrick Manchette et grand spécialiste du bonhomme, qui présente chaque entretien et qui fait les notes de bas de page aussi qui sont très intéressantes. Et donc effectivement grande période pour Manchette, puisque donc ça démarre en 73, un petit peu avant la publication de Nada, et au moment où il commence vraiment à être starifié comme le pape du néopolar, jusqu'à son dernier entretien en 1993 avec Yannick Bourg, le pote de David Dufresne, dans le fanzine Combo, le numéro 8. Et donc Jean-Patrick Manchette est décédé d'un cancer en 1995. Si vous avez déjà écouté cette émission, vous savez que certains membres sont assez monomaniaques et obsessionnels sur l'œuvre de Jean-Patrick Manchette, et c'est dire qu'on attendait celui-là. Personnellement, je pense que sur les 28 entretiens, il y en avait 7 ou 8 que je connaissais et que j'avais déjà lu, que ce soit dans la revue Polar ou dans l'excellent numéro hors-série de la revue Temps Noir il y a une dizaine d'années, donc qui était consacré entièrement à Jean-Patrick Manchette. Mais il y a aussi beaucoup d'entretiens qui ne sont pas inédits, mais qui moi n'étaient jamais parvenus à ma connaissance, certains même dans des fanzines un peu obscurs, notamment un fanzine de notre camarade Charles Tatum Jr., qu'il avait interviewé dans les années 80, parce que donc à la fois ça couvre la période où il était actif sur la scène littéraire, on va dire jusqu'en 1981, et la parution de la position du tireur couché, mais aussi les années 80 qui sont la période, on va dire, de son silence littéraire, même s'il n'a, on le répète, jamais arrêté de travailler, puisqu'il aura écrit pour la presse, il aura fait des scénarios, il aura fait pas mal de traductions, de retapes, mais à partir des années 80, il a cessé de publier des romans. Il aura commencé à en écrire beaucoup, notamment pour un où il aura réécrit le premier chapitre plus de 14 fois. Donc c'est-à-dire parce que c'est un obsessionnel du style et il y revient constamment durant tous ses entretiens. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois donc l'évolution, on va dire, de sa pensée stylistique et de sa pensée politique, qui reste quand même très ferme au fur et à mesure des années, à la fois sur les évolutions stylistiques et du polar, parce qu'on sait que Manchette, c'est un grand théoricien du polar et du roman noir de manière générale, mais aussi sur la question des industries culturelles et lui, les milieux de l'industrie culturelle dans lesquels il a opéré et il va opérer, à la fois dans le milieu du cinéma ou le milieu de la littérature de manière générale, puisque donc en bon post-situ, il est évidemment très inspiré par les écrits de Debord et les écrits de Gianfranco Sanguinetti, et sur la question donc de la mort de l'art, en gros dans les années 30 pour le roman et les années 40 pour le cinéma, et comment toute œuvre qui se veut d'art qui vient après n'est forcément que de la reprise, que de la citation pour essayer d'en faire autre chose, mais que finalement dans le XXe siècle post-Seconde Guerre mondiale, on va dire, la création originale finalement n'est plus possible, et comment est-ce qu'on essaye de travailler dans des milieux ou dans des formes d'art qui sont a priori fermées ou en tout cas closes. Donc comment est-ce que lui va essayer de travailler là-dedans en étant en accord avec sa pensée politique, et comment est-ce qu'elle va passer par le style. Parce qu'au fur et à mesure de son œuvre littéraire, Manchette ne va cesser de travailler sur la forme, sur le style, sur le verbe, pour arriver à une sécheresse de style, on va dire, qui va atteindre son paroxysme avec la position du tireur couché. Donc. Et s'il y a silence littéraire pendant toutes les années 80, c'est parce que finalement, il cherche
une autre forme, et il va avoir une influence par les bouquins de Ross Thomas, où justement, on parlait tout à l'heure de la gestion occulte du monde, qui sont des choses qui vont l'intéresser et qu'il va commencer à mettre en place avec son roman paru à titre posthume en 96, La Princesse du Sang, où il voulait essayer de retracer la question des mouvements politiques mêlés avec le roman d'espionnage, avec le polar, avec le roman d'aventure, des années 50, de 1956 à Cuba jusqu'aux années 90, ce que fera finalement à peu près à la même époque que James Ellroy avec sa trilogie Underworld USA, principalement sur le territoire américain, mais comment est-ce qu'il va essayer de retravailler l'histoire américaine par le biais des dessous finalement et les biais des manipulations de Hoover et de la mafia. Donc, dans un style ultra sec. Dans un style absolument merveilleux et grandiloquent qui est propre à Ellroy. Ouais. Mais on sent que... Qui est même assez expérimental. Hein. Ah ouais, qui est totalement moi, j'ai toujours trouvé... White Jazz est peut-être le plus expérimental d'Ellroy. Je l'ai jamais lu en anglais, Ellroy, mais en français, c'est dur à traduire, je me suis toujours dit waouh. Ouais, Michelski, c'est pas chier dessus quand il a traduit. Hein. Alors que Manchette, moi je connais moins que toi, hein, Manchette, et je connais moins le roman noir, on va dire, de manière générale, mais de ce que moi je sais, c'est marrant, j'ai toujours mis Manchette un petit peu dans la même famille. Alors tu l'as peut-être dit avant, mais que Jim Thompson, quoi. Oui. C'est-à-dire que pour moi, il y a cette même sécheresse d'influence. C'est à la fois de sécheresse d'écriture et de radicalité du propos. Même si les plus grosses influences de Manchette, parce qu'il revient souvent, c'est Hamet, donc le créateur du roman noir, et Flaubert, qui est sa grande obsession littéraire et qui est la forme qu'il va essayer de retravailler constamment, parce que ce qui l'intéresse chez Flaubert, c'est le comportementalisme, et c'est d'expliquer la psychologie des gens sans faire de psychologie, mais uniquement par le comportement et en ne rentrant jamais dans la tête des personnages. On comprend une personne, on comprend ses actions par la manière dont il vit et les choses qui l'entourent. Ce qui est un peu la base de l'écriture scénaristique. Oui, je veux dire, où on révèle les personnages. En tout cas, dans le cinéma muet, ça a été comme ça pendant très longtemps et c'est encore comme ça au cinéma. Hein. C'est pour ça qu'il dit que ces romans sont a priori très cinématographiques, mais hyper chiant à faire en film parce que en tout cas il y a quand même très peu qui ont réussi et quand il y en a c'est généralement avec Alain Delon et c'est pas génial. Mais ça il en parle justement, il dit avec Alain Delon j'ai pas de problème, il voulait les films parce qu'il aimait bien le pitch de départ. Après, il en fait ce qu'il veut, c'est pas grave. Moi, ça me paye pendant 1 an mon loyer, donc il n'y a pas de. Mais de toute façon, le rapport entre Delon et les écrivains de romans policiers en France, il est curieux. Fajardi qui est curieux, qui sont plutôt des gens qui sont plutôt des écrivains de gauche et qui se finissent par faire des scénarios pour des films qui sont super droitiers. C'est très très curieux comme mouvement de balancier, quoi. La récupération de l'art. Oui, bien sûr, mais ça a toujours été, moi, ça m'a toujours étonné, quoi, effectivement. Mais après, je peux tout à fait comprendre, effectivement, que ça te paye ton loyer pendant 1 an. Oui, ça. Et donc, pour finir, au fur et à mesure donc, de ces 28 entretiens, assez inégaux, certains sont un peu plus faibles, notamment l'entretien avec Emmanuel Carrère, qui n'est pas le plus fou, mais il y a vraiment d'autres choses qui sont très bien, notamment une discussion croisée avec le formidable Robin Cook, pas l'auteur américain, mais donc l'anglais, le génie, auteur de notamment du terrifiant J'étais d'Horace Suarez, un des romans les plus terrifiants et les plus tristes du monde. On voit donc dans ces 28 entretiens le rapport au monde que entretient donc Manchette avec ça, l'importance du style et surtout de constamment essayer de penser, de retravailler l'effondrement des mouvements révolutionnaires dans le monde et à quel point l'arrivée en 1995, où est-ce qu'on allait aller justement avec un grand fatras dans le mur de la fin de l'histoire. Même si en 1995, il avait commencé à lancer avec Jean Echnoz son mouvement Banana qui consistait à aller glisser des pots de banane sous les pieds des CRS pendant les manifs. Ce que je trouve être une très belle... Maintenant, il serait qualifié, ce serait probablement quelqu'un un terroriste d'ultra-gauche. Ça serait probablement considéré comme du djihadisme intellectuel. Exactement, du djihadisme intellectuel. Donc, Jean-Patrick Manchette, derrière les lignes ennemies, entretien 1973-1993, évidemment chaudement recommandé par la maison des fanzouz de Jean-Patrick Manchette, dont je fais partie, vous l'aurez peut-être compris. Donc voilà, édité chez La Table Ronde la semaine passée. Évidemment, il faut lire, relire et relire Manchette parce que sa pensée politique et son style sont absolument incroyables. C'est toujours bon par les temps qui courent. Ouais, lisez ça plutôt que relire Marc Lévy, par exemple. Exactement. Juste relisez Manchette. C'est facile quand même. Ouais, c'est facile. Donc, voilà. J'aime bien les ambulances parce que c'est facile de tirer dessus. Elles sont blanches avec des gyrophares rouges. À tombeau ouvert, toi, c'est pas facile. Avec une ambulance qui s'appelle Marc Lévy, ouais. Ouais, c'est très facile. Donc voilà, Manchette derrière les lignes ennemies. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde.
Je voudrais que tout le monde La merde. s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette C'est vraiment de cette la notion plus de grande vie. merde des Extrêmement merdes. Les coups de cœur, carrément Florent. Alors moi, ça va être 2 films. On va rester un petit peu dans la lutte des classes avec La Dentelière de Claude Goretta, film qui a consacré Isabelle Huppert comme l'actrice exceptionnelle qu'elle est. Mais ici, on reste sur le prisme du romantisme, film absolument bouleversant et un dernier plan absolument magnifique. Et deuxième film, Paris qui dort de René Clair. Moyen de sa génération. Moyen métrage de 1925 où à chaque fois que je regarde un film de René Clair, j'hallucine sur sa puissance formelle. Et voilà, faire du post-apo en 1925, ça nous permet de retravailler toute l'histoire du cinéma de science-fiction. Et en fait, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses qui se passaient en France dans les années 20. Il faut dire aussi que 10 ans avant, en France, c'était un peu l'apocalypse. Voilà, ces 2 films sont disponibles sur la plateforme d'Arte. Merci, docteur. Alors moi, ça sera Viridiana de Luis Buñuel. Très bien. Voilà, donc film tourné, enfin un film qui appartient à la période mexicaine entre guillemets où il vivait au Mexique, mais qui a été tourné en Espagne. Notion bourgeoise de la géographie. Voilà, ce qui lui a valu pas mal d'ennuis d'ailleurs avec les exilés espagnols du Mexique qui l'ont traité de traître jusqu'au moment où ils ont vu le film, puisque c'est probablement, ça faisait assez longtemps quand même que j'avais pas vu un Buñuel. Déjà, ça fait longtemps que j'avais pas regardé un Buñuel, et je me juste rappelé à quel point Buñuel c'est quelqu'un qui a la méchanceté réjouissante, et voilà, ça reste pour moi un des plus anards de tous les réalisateurs du XXe siècle, et moi j'aime toujours passionnément Buñuel pour cette description voilà, acide à la fois de la perversité humaine et particulièrement masculine, et puis du fait que pauvre ou riche, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a que des sales types. Jean-Patrick Manchette, t'en pensais pas moins d'ailleurs. Justine. C'est une chanson de Kool and the Gang, alors pas disco du tout. Ça s'appelle Summer Madness, sorti en 1974 sur l'album Light of Worlds. Et c'est une chanson sans parole, extrêmement éthérée, très psyché, très sensuelle, voilà, très douce, très belle, avec un bon petit rythme. Donc. Funky, fresh, sexy et raffiné pour le retour des beaux jours. J'aurais pas dit mieux. Sinon, moi, ce sera un court-métrage sorti l'année dernière de Eugenia Arbourgoava et de Maxime Arbourguev, donc russe, qui s'appelle All Out, dont je n'aurais fait pas grand-chose, film de 25 minutes sur un scientifique qui, dans la Sibérie arctique, attend un événement qui se passe tous les ans. Et donc on le voit attendre au début, et quand un moment l'événement arrive, c'est probablement l'ouverture de porte la plus dingue que j'ai vue depuis longtemps. Donc voilà, c'est absolument fabuleux, c'est sur Mubi, je crois. Je pourrais te l'envoyer juste. Donc voilà, on va s'arrêter là. On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de Choyark, parce que ça faisait quand même bien longtemps qu'on ne l'avait pas fait et qu'on ne l'avait pas cité dans l'émission. Ça faisait bien au moins 4 ou 5 émissions. Donc voilà, ça fera jamais mauvais de bisser pour parler exclusivement de Choyark, parce qu'il le mérite bien évidemment. Merci messieurs, merci mesdames, merci Valentin à la technique. Prochaine émission, prochaine édition. À ciao, bonsoir et vive Manchette. Salut. Salut. Bonsoir.